La table à manger de la famille Dubois, où 7 personnes ont dîné ensemble chaque dimanche pendant 14 ans. Le même motif de porcelaine, la même disposition des sièges, les mêmes prières. Robert Dubois a filmé chacun de ces dîners, 728 dîners. Il ne s'est pas contenté de les filmer, il les a catalogués, a consigné les conversations et a archivé les cassettes dans un placard verrouillé que nous avons trouvé après sa mort subite. Sa famille pensait que c'était de la sentimentalité, une particularité. Nous avons regardé ces cassettes. Ce que nous y avons trouvé, c'est ce que nous examinons ce soir. J'étais à la retraite depuis 4 ans quand ce dossier est arrivé sur mon bureau. Un ancien collègue, un jeune inspecteur nommé Valdé, m'a appelé. Il a dit qu'il avait une boîte de preuves qui n'avait aucun sens. Il a dit que la famille était confuse et effrayée. Ils avaient trouvé les cassettes en vidant le bureau de Robert à son domicile, après sa crise cardiaque. Ils en avaient regardé quelques-unes, avaient vu les années de rassemblement et avaient été touchés. Puis l'un des fils, Marc, a continué à regarder. Il a remarqué quelque chose en arrière-plan d'une cassette de 2011. C'était un bloc-notes sur le plan de travail de la cuisine, juste derrière l'épaule de Robert, alors qu'il découpait le rôti. Robert était gaucher. Le bloc était à sa gauche. L'angle de la caméra, fixé sur une étagère, l'a capté. Sur ce bloc, il y avait des notes, pas une liste de courses, des noms, les noms des membres de la famille, et à côté d'eux, des mots simples, soumis, réfractaire, à travailler. Marc a dit à Valdé qu'il avait senti un frisson dans son dos. Son père, cadre intermédiaire dans une entreprise de fourniture d'imprimerie, un homme d'apparence douce qui entraînait l'équipe de baseball des jeunes, prenait des notes sur sa famille pendant le dîner du dimanche. Ils ont sorti d'autres cassettes, des plus anciennes, des plus récentes. Le bloc-notes était souvent là, parfois un autre. Les notes étaient toujours là, c'est là qu'ils nous ont appelés. Moi et Valdé nous sommes assis dans une pièce sombre du commissariat, avec une pile de cassettes, VHS. Il avait fini par passer à des disques durs numériques, et nous avons commencé à regarder, pas comme des films de famille, comme des preuves. Et le schéma qui est apparu, ce n'était pas un schéma d'amour, c'était un schéma d'étalonnage. Robert Dubois ne documentait pas des souvenirs, il menait une étude comportementale à long terme. Sur sa propre femme, ses 3 enfants, sa belle-fille, son petit-enfant. Les notes étaient des transcriptions avec commentaires. Il enregistrait une conversation et plus tard, de son écriture nette de comptable, il la disséquait. Élise, épouse, a exprimé des doutes sur les projets de vacances. Je l'ai redirigé vers les questions de coût. Succès, David, fils, 17 ans, a contesté l'heure de couvre-feu. J'ai utilisé l'admission à l'université de Sophie comme levier. Il a capitulé. Cela datait d'il y a 15 ans. Les dîners étaient son laboratoire. Le même cadre, le même rituel. Des variables contrôlées. Il pouvait mesurer les changements. Il testait des récits. Il implantait des idées. Il introduisait un sujet, une question politique, une rumeur familiale, un souci financier, et il regardait cela circuler autour de la table. Il notait qui était d'accord avec lui le plus vite, qui résistait, qui avait besoin d'un regard de leur mère pour se rallier. Il cartographiait les points de pression de sa propre famille, et la partie vraiment troublante était l'escalade. Les premières cassettes, les notes étaient simples, des observations. En 2008, elles étaient devenues prédictives. Si je mentionne les licenciements à l'usine, Michel va devenir anxieux. Élise suggéra alors de faire un budget. J'offrirai des paroles rassurantes. Cela augmentera la dépendance perçue. Ils scénarisaient leurs réponses émotionnelles avant même de les provoquer. Et puis ils le faisaient. Sur la cassette, on le voyait mentionner les licenciements. On voyait le visage de Michel se décomposer. On entendait Élise commencer à parler de restrictions. On entendait la voix de Robert, calme, paternelle, dire « Allons,
Allons, ça ira. Je vais m'en occuper. Et on voyait le soulagement les envahir. C'était une performance, pour un public d'une seule personne, lui-même. Il façonnait leur réalité. Une cassette de 2015 montre sa fille, Sophie, annonçant qu'elle déménage à Lyon pour un travail. La famille est surprise, enthousiaste. Robert sourit. Il la félicite. Il dit qu'il l'aidera à faire ses cartons. Sa performance est parfaite. Mais le bloc-notes près de sa main, zoomé plus tard par notre technicien, indique variable inattendu, autonomie élevée, contingence cultiver la culpabilité via la santé de la mère, à évaluer dans 2 semaines. 2 semaines plus tard, Élise, sa femme, mentionne casualement pendant le dîner que son arthrite lui fait mal ces temps-ci, qu'elle va regretter l'aide à la maison. Le sourire de Sophie vacille. Robert propose d'engager une aide. Le héros, encore une fois. Sophie a déménagé 6 mois plus tard, pas 2. Il avait introduit une friction, subtilement, et ralenti sa sortie. Nerveux, c'était le crime. Un crime sans texte de loi. Une architecture psychologique. Ils construisaient une maison autour d'eux, un mur invisible à la fois, et ils y vivaient, pensant que les murs étaient les leurs. Ils faisaient des choix, oui. Mais étaient-ils leurs choix? Ou étaient-ils les choix vers lesquels ils les avaient doucement, implacablement canalisés? La pire cassette. La dernière, datée de 3 mois avant sa mort. La famille est au complet. Un anniversaire. Il est à la tête de la table. Il regarde la caméra, une petite caméra numérique dans une horloge au mur, et il esquisse un petit sourire léger, pas un sourire de joie, un sourire de satisfaction. Puis il se tourne vers son petit-fils âgé de 10 ans et dit « Alors Julien, parle-moi de cette note en sciences. » Le visage du garçon rougit. Il avait eu un 10 sur 20. La table se tait. Robert se penche, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Ton père était si bon en sciences. Je me demande juste si tu fais des efforts. » Il divise la famille en temps réel. Les parents bondissent pour défendre. Les frères et sœurs prennent parti. Julien pleure, et Robert se renverse sur sa chaise, regardant le chaos qu'il a créé. La note pour cette interaction dit simplement « dynamique de groupe réinitialisée, autorité renforcée ». Il est mort d'une occlusion coronaire 3 mois plus tard. Une mort naturelle, mais il a laissé derrière lui un plan de manipulation de 14 ans. Quand nous avons finalement réuni la famille, la mère, les 3 enfants adultes, et leur avons montré des extraits des notes, traduit le langage froid de son contrôle, leur monde s'est dissous. L'épouse, Élise, n'arrêtait pas de répéter « mais il nous aimait, il subvenait à nos besoins. C'était un bon père, et il l'était, à tous les égards extérieurs. Il n'a jamais crié, il n'a jamais frappé, il se souvenait des anniversaires, il a payé les études, il a bâti une famille parfaite, heureuse, et chaque brique de ce bonheur était posée avec une intention calculée que nous pouvions voir sur les cassettes, mais qu'ils n'ont jamais pu ressentir. Que faites-vous de cela? Il n'y a personne à arrêter. Le coupable est mort. La victime, c'est la compréhension qu'a la famille de son propre passé. Chaque souvenir est désormais suspect. Chaque geste gentil, une tactique possible. Chaque conseil, un vecteur potentiel de contrôle. Cet anniversaire où il vous a surpris avec une voiture, vérifiez les cassettes. Quel jalon comportemental venez-vous d'atteindre? Quelle autonomie venez-vous d'échanger contre de la gratitude? Cette affaire a brisé mon ancien partenaire, Valdé. Il a des enfants. Il a dit « Comment puis-je savoir que mon amour n'est que de l'amour ?» Je n'avais pas de réponse. C'est le poison persistant de cette affaire. Le crime de Robert Debois a été de prouver, méticuleusement, pendant 14 ans, que l'amour et le contrôle peuvent porter exactement le même visage, que la pièce la plus chaleureuse de votre maison pourrait être une cage dont vous avez aidé à construire les murs, en pensant choisir la couleur de la peinture. Sa famille est toujours ensemble.
Ils font toujours des dîners le dimanche. Je me demande ce qu'ils voient quand ils regardent le bout de la table maintenant. Une chaise vide ou un ensemble de notes invisibles, encore en train